Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 31e numéro du Bistrot d'Allez le LOSC, saison 2, l'émission des supporters du LOSC, réalisée par le site Allez le LOSC et les Dogs du Net, diffusée en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC, sur le groupe Facebook d'Allez le LOSC et en replay sur notre chaîne YouTube. Bien évidemment, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ces différents médias pour ne rater aucune information sur l'actualité de notre club préféré. Avant de vous présenter le sommaire, je vais vous présenter notre invité parce que vous le reconnaissez, hein, il est là. Alors, je ne sais jamais si c'est à droite, au milieu, parce que c'est toujours différent entre le Zoom et la visualisation sur Facebook. Vous le reconnaissez, il a pris un petit peu de poil sous le menton depuis qu'il joue au LOSC. Hein. C'est le capitaine emblématique du LOSC de la fin des années 90 et surtout du début des années 2000. Hein, c'est un joueur qui symbolise vraiment la transformation du club qui était, au départ, il a connu la relégation en deuxième division, il a connu les difficultés financières et il a connu la remontée, j'allais dire le titre, la 3e place et la qualification historique en Coupe d'Europe. Vous le reconnaissez, il s'agit de Jason Boutwal. Bonsoir Jason. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder l'actualité du club et puis surtout aussi pour te redécouvrir, parce que tu vois dans les piliers que je vais présenter tout de suite, il y a les anciens qui ont connu effectivement ta génération. Il y a aussi des plus jeunes. Alors, tu vois, il a un beau maillot, le jeune. Il s'est mis à la page. Ah, j'ai vu ça, ouais. Et en tout cas, il y a énormément, depuis qu'on a communiqué, tu es venu au Bistrot d'Alélos, on a énormément de questions à la fois sur ta carrière, sur ta vision du football et sur la vision que tu peux avoir, notamment du LOSC actuel. On aura l'occasion d'y revenir pendant toute la durée de l'émission. Merci donc en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Il va être l'heure de présenter les piliers du bistrot que vous connaissez également. Alors, je vais commencer par le premier Christophe avec son drapeau du Canada. Il s'agit presque du dernier supporter du LOSC à être à fond derrière Jonathan David. Il l'assume en tout cas et il va peut-être le répéter ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir Jason, bonsoir à tous et bonsoir au Canada. Alors, c'est une émission aussi où nous avons pléthore de Christophe. Donc, Christophe qui nous a rejoint de toujours sa magnifique maison japonaise. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Vous reconnaissez également notre monsieur Big Data de la page Breaking Dogs. Donc, Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Tu nous as préparé des stats ce soir? Elles sont là, elles sont là. Bon, on y reviendra tout à l'heure, on en aura certainement besoin. Et il est le supporter de la région dunkerquoise que vous connaissez le mieux au bistrot d'Allez le LOSC. Hein. Il s'agit de Georges, c'est un voisin finalement professionnel de Jason. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous, oui, en effet, je suis de l'autre côté du chenal, moi. Alors, rapidement résumé, on fait référence justement à ce voisinage. Maintenant, Jason, je crois que tu es entraîneur à l'US Gravelines. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ça se passe bien? C'est une vocation qui est venue tout de suite après la fin de ta carrière? Bah, non. Elle est venue un peu, on va pas dire forcer un peu, mais presque. C'est la suite de la démission de Sylvain Jor à l'époque. Et donc, le club de Calais, c'était Calais, hein, Cruf, qui avait besoin absolument d'avoir un entraîneur. Et puis, moi, avec mon expérience professionnelle, on m'a quelque part, mon ami qui est devenu mon ami aujourd'hui, Pascal Joly, m'a demandé si je pouvais prendre la succession de Sylvain Jor. Et donc voilà, au départ, c'était juste une intérim de quelques mois en national. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis, voilà, maintenant, ça fait 14 ou 15 ans que je fais ça. Alors, vous pouvez, je vous rappelle, poser des questions à Jason ou réagir sur l'actualité du club, donc sur la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC. On posera les questions que vous avez mis dans les commentaires. Vous avez déjà été très actif sur les réseaux sociaux, sur le forum d'Allez le LOSC. On a déjà quelques questions à poser à Jason, mais avant ça,
il y a une tradition au bistrot de l'Elosque. Je ne sais pas si tu la connais, Jason. Ah. Il s'agit de la question à la con. C'est-à-dire qu'à chaque invité, on pose une question à la con. C'est une question stupide à laquelle tu n'es pas forcément obligé de répondre, mais bon, tu peux aussi. Tu as complètement le choix. Et cette fois-ci, la question à la con, elle nous a été posée par un auditeur. Et elle est vraiment très con, hein, mais alors voilà, en fait, ça concerne ton prénom. Alors je précise quand même que l'auditeur, c'est David, un supporter du LOSC, qui a appelé son fils Jason, son fils qui est né dans les années 2000. Et en fait, donc tu le sais peut-être pas, mais tu as une génération de supporters lillois qui s'appelle Jason. Et justement, c'est un nom qui est un peu particulier. Je crois qu'il y a une origine, une histoire un peu spéciale que tu as dû déjà raconter 10 fois. Je ne sais pas pourquoi, justement, ta maman ou tes parents t'ont baptisé comme ça avec une orthographe aussi particulière. Ah, la première, c'est ma mère qui était fan d'une série télévisée américaine, mais mon nom au départ devait s'écrire Jason. Et en fait, c'est à l'état civil où ils se sont trompés, ils l'ont écrit DJEZON. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, en tout cas, les fans maintenant qui ont baptisé leur enfant Jason, eux ne sont pas trompés dans l'orthographe et l'ont orthographié de la même façon que toi. Alors, je reviens rapidement sur ta carrière. Donc, tu as été formé et tu as joué plus de 10 ans au LOSC. Tu as ensuite fait une année à Amiens et Ouais. tu as terminé ta carrière donc à Calais, tu l'évoquais tout Ouais. à l'heure. Donc, tu es passé ensuite entraîneur à Calais, et puis maintenant à l'US Gravelines. Il y a une question à laquelle tu dois t'attendre, j'imagine. C'est est-ce qu'un jour, on va te voir arriver dans le staff technique du LOSC? Est-ce que c'est une volonté de ta part? Est-ce que c'est un objectif? Ou finalement, pas forcément, pas du tout. Tu es devenu entraîneur parce que c'était une opportunité et point barre. Non, pas forcément. Après, ça serait de revenir un jour à Lille, pourquoi pas. Je vois, il y en a quelques-uns qui ont joué avec moi. Je parle de Stéphane Pichot, de Greg Vimbé, de Pat Colo aussi à l'époque, qui était là aussi dans les staffs. Si un jour l'opportunité se présente de travailler avec les jeunes, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas forcément une fin en soi. Je suis bien à Gravelines, ça se passe bien. Donc, on verra ce que l'avenir pourra nous réserver. Alors, je vous propose peut-être de faire un petit tour de table. Vous avez des questions à poser à Jason? On fait un petit tour de table. Qui veut commencer? Georges, allez. Ouais, bah, moi, la question elle est en lien. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Jason, c'est que moi, je suis quand même entraîneur, supporter du LOSC depuis 40 ans. 4 décennies que je supporte le LOSC et en gros donc les 2 dernières du 20e et les 2 premières du 21e. J'ai vraiment vécu pendant 20 ans les années de vache maigre et puis le 21e siècle est arrivé comme un déclic fabuleux. Ce qui est intéressant, c'est que Jason, c'est un peu un joueur charnière parce que tu es arrivé au moment où c'était un club qui végétait dans le ventre mou. Tu as connu les années purgatoires pour finalement revenir en Ligue 1, mais avec quel éclat et quelle lumière pour devenir un club qui n'avait plus rien à voir avec celui qu'on avait connu avant. Moi, la question que je me posais, parce qu'on est toujours cette espèce de croyance de se dire pendant les années 90, il serait peut-être bon que le club descende pour qu'il se passe autre chose. Et c'est en effet ce qui s'est produit. Donc, j'aimerais savoir si toi, qu'est-ce que tu as senti et comment tu peux expliquer finalement que le club qui est descendu en 97 soit plus du tout le même quand il remonte en 2001 et qui se mette à jouer sur le toit de l'Europe, quoi. C'est difficile, enfin, difficile oui et non. Je pense que tout s'est joué sur une identité. Il y avait les joueurs, certes, parce que c'est d'abord sont eux sur le terrain, mais je pense qu'Ilodzik a joué aussi un grand rôle dans cette métamorphose. On a commencé à retrouver aussi des garçons, moi qui étais de la formation, il y avait Pascal Sigan aussi, qui était juste à côté de Wascal. Il y avait aussi des garçons comme Bruno Chirou aussi, qui est arrivé du voisin lensois, mais qui commençait à faire aussi quelques matchs. Puis il y avait d'autres jeunes qu'on a oubliés par la suite. Il y avait des garçons comme Geoffrey Derny, il y en avait encore d'autres, Rudy Gubézy. Et je pense qu'il y a vraiment eu
une vraie différence entre ce qui s'est passé dans les dernières années que moi j'ai connues, hein, c'est-à-dire les années galères où on avait, je crois que c'était Jean Fernandez, je crois, sur les dernières années, Jean-Michel Cavalli, où il y avait quasiment plus d'identité club. Et donc, voilà, à un moment donné, quand vous perdez vos valeurs, il se passe ce qui s'est passé. Et je pense que la Ligue 2 a permis aussi au LOSC de se retrouver, de repartir sur un nouvel élan, et puis de reprendre aussi, quelque part, une communion aussi avec ses supporters, parce que les 2 premières années de Ligue 2, elles sont quand même difficiles, hein. Thierry Froger, on ne monte pas. La 2e année, on termine 3e. Au goal average, on ne monte pas. Et puis, il a fallu l'arrivée d'Ali Lodzik après pour repartir vraiment sur une dynamique totalement différente avec des joueurs, alors peut-être moins talentueux, mais beaucoup plus travailleurs. Et puis ça a fonctionné, quoi. Voilà. Alors, je m'aperçois que non seulement je torture complètement le sommaire de l'émission, mais je n'ai pas l'impression de l'avoir donné. Alors, je vais vous le rappeler. C'est de pire en pire, hein. Vivement la fin de la saison. Il va falloir vraiment que je me repose, hein. Si, t'as dit tout à l'heure. Oh, mais Si, c'était en antenne, hein. Ouais. Donc, rapidement, donc on va bien sûr revenir sur l'actualité du club. Là, on va poser quelques questions à Jason, mais la première partie, donc on attaquera par le match de Strasbourg, donc 3 points sous des sifflets. On reviendra notamment sur la grogne des supporters lillois lors de ce match. Ensuite, donc, on s'attardera sur la carrière de Jason, à la redécouverte de Jason Boutwal. Et en 3e partie, quel plan à 3 pour le LOSC? Je l'ai fait au moins 10 fois depuis 15 jours, celle-là, hein, je suis désolé. Je vous rappelle que non seulement vous pouvez réagir, mais qu'à un moment de l'émission, il y aura une question qui n'est pas à la con, qui vous permettra de gagner une place pour le prochain match à Pierre-Mauroy, j'allais dire Grimont-Préjoris, c'est la présence de Jason qui me perturbe. Le prochain match à Pierre-Mauroy, qui, sauf erreur de ma part, est Lille-Monaco. Donc, si vous voulez assister à Lille-Monaco avec le bistrot de LOSC, il y aura une question dans quelques minutes, on va y venir assez vite. Et comme d'habitude, le premier qui donne la bonne réponse pourra recevoir cette place s'il est disponible. Le match a lieu, je crois, le vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi soir. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question à Jason avant qu'on passe sur le match de Strasbourg? Les autres, vous pourrez bien sûr les poser tout de suite après. Christophe C. J'ai 2 petites questions assez rapides. Tu évoquais tout à l'heure les anciens joueurs, notamment avec qui tu as participé avec la montée du club en D1. Un peu plus tard, il y a eu un événement qui était la disparition de Grimont-Préjoris. En veux-tu encore à Matt Moussilou d'avoir marqué le dernier but sur ce terrain alors qu'il aurait pu normalement te revenir, toi qui as participé non seulement à la montée, mais en plus tu as vécu dans ce stade avec le centre de formation. Donc en veux-tu encore à Matt Moussilou pour avoir inscrit le dernier but à Grimont-Préjoris? Non, c'est sûr que non, c'est vrai que voilà, c'est un stade fabuleux, un vrai stade familial où bon, après il fallait grandir, c'est comme dans tout, hein. Je pense que bien sûr, on sait que le foot maintenant c'est une question économique avant tout, mais ouais, je n'en garde que des souvenirs fabuleux. Il m'arrive encore de passer devant et j'ai vu, enfin, ça fait plusieurs années qu'il a disparu, mais non, j'en veux pas. Non. Tu avais une deuxième question? Après, moi, j'en ai une deuxième. Hein, non, tu avais parlé de 2 questions, c'est pour ça. Ah oui. Alors, tu as évoqué notamment tout à l'heure un retour au LOSC, ça c'est François, et tu disais que si un poste intéressé, ce serait avec les jeunes. J'ai retrouvé une vieille interview qui a été mise en ligne par Damien Beaune, qu'on connaît bien, où tu disais que tu aurais du mal à trouver ta place dans un club, notamment où il y aurait 10 langues dans le vestiaire, où les gens ne se diraient pas bonjour le matin. Est-ce que le fait de travailler, notamment comme maintenant en National ou en National 3, te colle parfaitement, ou tu serais vraiment intéressé par un challenge dans un club de première ligue, enfin pas de première ligue, de Ligue 1 ou de Ligue 2? Non, je pense que ce que je vis actuellement, je pense, me correspond. Voilà, je suis dans le monde amateur, on peut se dire les choses telles qu'elles sont. Ça dépasse le cadre avec mes garçons du joueur-entraîneur, parce qu'on les accompagne. J'ai des jeunes joueurs qui ont 20, 21, 22 ans, donc on les accompagne aussi dans la vie de tous les jours.
dans les formations, à trouver des emplois, à les accompagner aussi à travers des formations. Et ce côté humain, voilà, je suis extrêmement attaché à ce côté humain. Et ça serait difficile pour moi d'aller, comme je disais, dans un vestiaire où on ne se dit pas bonjour le matin et puis on se parle que simplement 2-3 fois sur 2-3 mots et on s'arrête là. Ça serait extrêmement compliqué pour moi. Bon, Christophe et Baptiste, vous pouvez patienter quelques minutes avant de poser votre question à Jason. Je vous propose qu'on passe à la première partie de l'émission. Alors, juste quelques commentaires qui commencent à arriver. Donc, on souligne que des gars du terroir avec une vraie identité et fierté pour le Nord. On parlait tout à l'heure d'entraîneurs, de rentrer dans le staff du club. On parle de retour au LOSC avec notamment Perlade. On a beaucoup d'anciens joueurs de cette génération qui sont devenus coachs, et notamment Laurent Perlade qui entraîne Rodez et qui a de bons résultats avec eux. Est-ce que tu es en contact avec le LOSC? Donc, tu vois, les premières parties des questions en fait, rejoignent un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. On aura l'occasion. Alors, bonsoir à notre idole à tous, hein, donc Jason. Ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous présente la première partie donc, de cette émission. Donc, retour sur le match Lille-Strasbourg. 3 points sous les sifflets. Je vous propose de voir ce match en 3 parties. D'abord, le retour finalement sur l'ambiance particulière du match. Ensuite, votre impression globale sur le match sportivement parlant. Et ensuite, le fameux top et flop sur l'effectif de Lille et l'effectif de Strasbourg. Jason, tu suis l'actualité du LOSC encore? Oui. Ah oui. Tu as vu le match de Strasbourg? Non, on jouait le dimanche après-midi. J'ai vu le derby la semaine 15 jours auparavant, enfin une dizaine de jours auparavant. Il y avait un derby 10 jours avant? Strasbourg, non. Bon, donc je te poserai pas de questions très précises sur le match. Alors, mais par contre, je voulais d'abord revenir sur l'ambiance. Donc, il y avait une espèce de bronca pendant quasiment toute la durée du match. On a parlé des banderoles. Il y avait un communiqué de presse en fait qui a été fait par les supporters et signé par la plupart des groupes de supporters, dont les Docs du Net. Hein. D'ailleurs, j'ai signé le document et j'expliquerai pourquoi j'ai signé ce document. C'est une grogne qui date du derby, bien sûr. Hein, tu l'évoquais, Jason. Les résultats successifs du derby cette saison ont beaucoup marqué les supporters. Et encore plus que peut-être le parcours en Champions League, malheureusement. Les gens vont finalement peut-être retenir que cela. Christophe, tu étais au déplacement à Reims. Cette mauvaise humeur, elle était déjà présente à Reims. Il y a eu une histoire de banderole qui était interdite. Comment toi, tu l'as ressenti au stade de l'Aune? C'est un déplacement que je fais régulièrement parce que j'ai la famille originaire de là-bas. J'avais jamais vécu ça dans un stade avec une tribune voilà, où on était 500, 550. Alors effectivement, il y a une tribune, enfin une banderole qui a été interdite de tribune, qui a été ressortie à la fin du match sur le parking, donc qui a été filmée, photographiée, interview. Alors il y avait 2 clans dans cette tribune. Et il y avait les jeunes alors c'est les Gorizelles et les DVE qui étaient là pour avoir vraiment être très très véhément envers le club, et les joueurs, essentiellement les joueurs. Et on a dû avoir une intervention du service de sécurité parce qu'il y avait vraiment 2 clans dans cette tribune. Et la deuxième partie de la tribune dont je faisais partie, où on fait les déplacements pour encourager son équipe, pour aider les joueurs. Voilà, moi, je n'avais pas de message à faire passer ni à l'un ni à l'autre. Voilà, j'ai juste pris aucun plaisir à faire ce déplacement et je ne sais pas si j'en ferai encore tout de suite. Et je me pose même d'autres questions sur la tribune dans laquelle on est. Voilà, moi, je n'y ai vu que de l'amertume de la part des jeunes qui s'en prennent aux joueurs. Est-ce que c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je n'adhère pas du tout. Alors, voilà, par exemple, le document, je ne l'aurais pas signé parce que voilà, non, je m'y retrouve pas, en tout cas. Mais une vraie agressivité dans la tribune, et on a pu le voir notamment à la fin du match avec une intervention de José Fonte et de Renato Sanchez qui, voilà... José Fonte, quand il vient les voir, il le fait régulièrement, il s'exprime avec eux, il parle avec eux, mais je pense que là, il ne les comprend plus et il y aura une vraie cassure avec notamment ce groupe de supporters.
Jason, tu avais connu des débordements de supporters. On parlait tout à l'heure de Thierry Froger. Il y avait eu des incidents à ce moment-là, suite à des résultats qui étaient pas exceptionnels, si on peut dire. C'était la première année de Ligue 2. Comment tu analyses ces réactions de supporters? Tu les comprends? Tu trouves que c'est parfois, on oublie un peu finalement. Il y a un grand débat dans la presse nationale. C'est les supporters, ils ont la mémoire courte. Tu vois, c'est le même groupe qui était champion de France. Et là, ils sont en train de les descendre parce qu'ils ne sont que 9e. Comment toi, tu vois ça en tant qu'ancien joueur? Le foot est d'abord un jeu. Après, on peut des fois comprendre un certain agacement ou une certaine lassitude à travers des résultats, mais en aucun cas ça justifie l'agressivité. Tu vois, voilà, donc les joueurs ne font pas exprès de mal jouer ou ne font pas exprès de perdre des matchs. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, et on attend surtout les supporters quand ça va pas, dans les moments difficiles, c'est là qu'on a besoin d'être là. Après, je trouve que le LOSC, c'est peut-être un peu plus profond que ça. Je pense que le club aussi est aussi en perte d'identité depuis quelques saisons, même s'il y a eu le titre la saison dernière avec une saison formidable. Les gens, je pense, ont besoin aussi de s'identifier aux joueurs sur le terrain, et je pense que cette année, c'est difficile, mais ça se comprend aussi. Après un titre, le club n'était pas forcément programmé pour gagner le championnat la saison dernière. Et cette année, de toute façon, c'était une certitude que le championnat serait compliqué. C'était, je veux dire, voilà, tous ceux qui connaissent un peu le foot et qui s'intéressent un peu au foot savent très bien que l'après-titre, pour un club comme le nôtre, il aurait été difficile. Maintenant, avoir de l'agressivité, des insultes, non, je pense que sur un terrain, dans un stade de foot, il faut venir encourager. Et puis voilà, il peut y avoir du mécontentement, mais on le fait à la fin, en sifflant, si on veut, mais pendant le match, on encourage. Voilà, moi, je voulais justement revenir, je le disais en préambule, j'ai signé ce communiqué de presse des supporters. Pourquoi je l'ai signé? Parce que ce communiqué, moi, ne m'apparaissait pas violent. Il y a eu des réactions violentes en tribune, il y a eu des insultes, il y a eu des sifflets, il y a eu à mon avis, un comportement en tribune qui était, à mon sens, exagéré. Mais le communiqué de presse, il soulignait simplement le manque d'investissement des joueurs. Il n'y avait pas d'attaque abdominale dans ce communiqué de presse. C'est pour ça que je l'ai signé. S'il y avait eu des gourvenec d'émissions, des focalisations sur des têtes de Turcs, sans faire de mauvais jeu de mots, dans l'effectif, j'aurais passé mon tour, entre guillemets, sans faire de commentaires, et je n'aurais pas engagé les dogs du net sur ce communiqué. Mais je ne regrette absolument pas de l'avoir signé, dans l'esprit de dire un moment, et on l'a dit à plusieurs reprises, on avait l'impression que les joueurs choisissaient leur match, qu'ils n'étaient pas investis à 120% comme il aurait peut-être fallu l'être dans cette course à l'Europe. Et comme je le disais tout à l'heure, les 2 défaites et l'élimination dans les derbies, j'emploie toujours cette formulation plutôt que les 3 défaites, ont fait beaucoup de mal, et dans un contexte où il y avait déjà une chasse à l'entraîneur qui existait depuis quasiment le début de saison, voire même avant le début de saison. Il a été vilipendé assez rapidement, et les résultats que je relativiserai juste après, finalement, vont accentuer finalement cette chasse à la tête de Turc. Mais j'emploie souvent cette expression quand j'évoque la situation du LOSC. C'est compliqué de demander à un pilote de Formule 1 qui a été champion du monde l'année précédente, de gagner des courses avec une voiture qui a des pneus usés et qui a un moteur qui souffle un peu. C'est difficile. Donc, pour moi, la problématique, elle est peut-être dans cette fin de cycle qui se traduit finalement par un investissement qui, au lieu d'être à 120% comme l'année dernière, est peut-être simplement à 85%. Et dans ces cas-là, ça ne suffit pas forcément à passer. Christophe, dès tu étais au présent au stade, tu penses quoi de ce qui s'est passé finalement dans les tribunes? Moi, je pense que dans le jeu du foot, il y a 3 côtés, quoi. Il y a le jeu, il y a l'enjeu, il y a la tribune. Pour moi, pour qu'un match soit bien, quoi. L'enjeu, bon, il est un peu baissé, là. Le jeu, on ne voit pas trop. Et la tribune est en train de lâcher. Donc, ça fait que le stade était bien triste. Alors, je peux comprendre, franchement, je peux comprendre, comment dire, la déconvenue ou comment dire, de se dire, ben, on va au match, ça fait 5 matchs qu'on fait des matchs qui sont pas terribles. Le seul match où il y a un peu d'engagement, c'est contre Lens, et on a été nul en défense, on a perdu. Enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol de supporters,
mais je suis d'accord avec ce que vous dites tous. Il y a pas de raison d'avoir l'agressivité, quoi. C'est pas normal d'avoir des banderoles qui disent barrez-vous, machin compagnie. Enfin, je veux dire, on est où là? Enfin, on n'est pas un club qui est programmé pour être premier tous les ans, hein. Voilà, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, à quel moment on va se dire, tiens, c'est inadmissible qu'on est neuvième. On est neuvième. Moi, je pense que si ça tourne, si on les soutient, peut-être qu'on finira sixième et qu'on accrochera la petite Coupe d'Europe et puis ce sera pas si mal que ça, quoi. Mais on n'est pas non plus le club qui est programmé pour être champion tout le temps. On a un énorme déficit derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Donc, si je reviens au jeu en jeu tribune, bah, si l'enjeu baisse un peu, mais qu'on commence à avoir du jeu sur le terrain et que la tribune tient, bah, on va quand même prendre du plaisir au stade. Mais si on ne prend pas conscience que l'enjeu, ben, il risque de baisser un peu dans les prochaines années, ça va être compliqué. Il faut qu'on prenne conscience de qui on est et dans la situation dans laquelle on est. Et je trouve en effet que la réaction des supporters est surdimensionnée pour moi. Alors, moi, je voulais relativiser les résultats du LOSC cette année. Le dernier champion de France, je veux dire du standing lillois, c'est-à-dire en dehors du PSG, c'était Montpellier qui avait réussi juste après nous à devenir champion de France. L'année suivante, ils terminent 9e et leur parcours en Champions League, c'est 4 défaites et 2 nuls, si je ne dis pas de bêtises. Donc le parcours de Lille cette année est tout à fait honorable. Alors, bien sûr, on aurait aimé qu'ils se qualifient. Bon, petit personnage, j'ai du mal à y croire encore, mais après tout, pourquoi pas, tant que mathématiquement, c'est pas fait. Mais le bilan, il n'est pas si négatif que ça, même si on ne s'amuse pas énormément au stade, mais l'important souvent, c'est le résultat. Georges, je te vois opiner du chef. Ouais, non, je pense que c'est un peu la jonction de pas mal d'éléments. D'abord, voilà, ça arrive après 3 purges contre 3 équipes qui étaient largement apportées, un derby perdu à la maison et forcément une espèce de coup, coup dans l'orgueil du supporter. C'est aussi de manière extra-sportive le flou qui encadre un petit peu la suite. Je pense qu'on est dans une période un petit peu charnière où finalement on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas non plus comment on va y aller, et on a au-dessus de l'étang finalement un financeur qui reste étrangement silencieux. Alors, il y a des rumeurs en ce moment autour d'un... Enfin, donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même qui font que... et puis, l'Europe qui s'en va, donc évidemment, beaucoup de choses qui font que ce match est arrivé au pire moment et évidemment que... Enfin, je suis en train d'essayer d'expliquer cette colère, en aucun cas de la justifier ou d'excuser parce que je vous rejoins absolument. Je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens. Moi, je me souviens d'initiatives, je crois que c'était un club allemand où les supporters avaient fait le choix de l'humour, par exemple, en installant des grandes flèches derrière le but parce que leur équipe ne marquait plus, pour montrer où était le but. Voilà, c'était une espèce de raillerie. Je me souviens, ça avait été fait, ça me gênait un peu plus parce que ça touchait individuellement un joueur, mais par exemple, quand Junior Talot, touchant marquait pas une avec le LOSC, à l'échauffement, dès qu'il marquait un but, le COP se mettait à hurler comme si on était en match. Je trouve qu'il peut y avoir des manifestations, je dirais, qui peuvent être de cette teinte-là, parce que, évidemment, je comprends moi-même, je me suis tapé Metz, Saint-Étienne et Bordeaux dans la foulée. Franchement, ça a été une série de purges absolues. Mais derrière, voilà, donc je pense qu'on est quand même aussi dans une période très mouvante où, je vous dis, sur un laps de temps très court, on perd quasiment l'Europe. La suprématie régionale est remise en cause, ce qui n'était plus le cas depuis 15 ans. Et puis surtout, on ne sait pas trop où on va. Donc, peut-être que ça peut rendre nerveux certaines personnes, quoi. Alors, il y a beaucoup de réactions sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Capenoul grève des encouragements, ok, mais de là à siffler toutes les attaques, c'est stupide. Alors, ça n'a rien à voir, mais Stéphane qui demande à Jason, tu te laisses pousser la barbe, est-ce que c'est pour prendre ma place dans le bistrot d'Aleos? Je pense pas. En tout cas, c'est pas. Moi, j'ai laissé pousser la mienne, c'est pas pour prendre la place de Jason à Gravelines. J'en ai pas les capacités. Alors, je poserai la question juste après sur le schéma tactique lillois, mais juste après dans l'émission. Et
Donc, Vianney, le fait d'insulter des joueurs comme ça, c'est inadmissible. Jean-Michel, l'agressivité est un mode d'expression chez certains, il faut l'accepter. On a Nathalie, parce qu'on a des filles qui regardent le Bistrot des Losc et on les salue toutes. Franchement, j'ai eu mal au cœur de ne pouvoir chanter notre hymne et d'entendre le nom des joueurs siffler. Mais il faut malgré tout ne pas avoir des œillères. Certains joueurs n'ont plus la tête à ce qui se passe sur le terrain et l'entraîneur n'est pas au mieux en ce qui concerne ses choix. C'est une fin de cycle, on s'en remettra, on s'en est toujours remis. Voilà, donc il y en a beaucoup, j'ai dû en oublier, je suis désolé. Mais alors justement, nous, on a connu en tant qu'anciens les années noires, enfin les années un peu moins brillantes. Baptiste, toi qui as juste une douzaine d'années hors taxe, tu n'as connu que le pain blanc. Comment tu analyses finalement cette saison décevante par rapport aux précédentes? Je vais commencer par reprendre un commentaire de Capenoul qui disait les jeunes sont nés avec la Ligue des Champions dans la bouche. Alors, c'est ça, entre guillemets, nous, alors je vais prendre les jeunes un petit peu comme moi, qui sont nés en ayant vu voilà, un LOSC, alors certes dans la galère en 2018, mais qui après voilà, a surfé un peu sur la Ligue 1 avec voilà, cette deuxième place en 2018-2019, cette quatrième place accrochée après le Covid, cette première place l'année passée, cette Ligue des Champions, voilà, ces beaux succès, etc. Donc c'est vrai qu'arriver 9e, ça devient nouveau, mais voilà, c'est le jeu du football, on ne peut pas finir toujours dans les premières places. Moi, je dirais seulement un petit truc, et ça englobe tous les supporters, qui sont du LOSC ou non, mais c'est que j'ai l'impression que c'est les clubs limite les plus riches qui sont les plus exigeants. On a parlé, voilà, on va peut-être en reparler, mais du PSG champion, voilà, qui est en grève. Alors, j'ai du mal à voir comment on peut je vais pas dire être en grève contre le PSG, mais voilà, vous êtes champion. Alors, certes, c'est la Ligue des Champions. Derrière, c'est pas trop compliqué de supporter le PSG. Il y a Lyon, les supporters voilà, qui sont en grève. Alors, certes, ils sont comme nous, ils se débattent pour l'Europe, mais bon, c'est pas très compliqué de supporter Lyon. Pareil pour Lille, hein. Cette année, on fait quand même une bonne saison. Je pense On, qu'il y a 18 clubs derrière nous qui aimeraient jouer la on fait, Ligue des Champions. on fait partie des clubs les plus riches, c'est ça? Bah, enfin, Rich, je sais pas, Je mais en sais tout cas, pas. on a la En, chance. en Je brut sais ou en plus. net? En brut Je ou en sais net? pas. Non, mais c'est ça. Mais pour finir, et je dirais que voilà, il y a deux clubs dont j'ai remarqué. Il y a Bordeaux. Alors certes, il y a eu des grèves de supporters, etc. Mais quand on voit les images, elles sont belles. Des supporters, voilà, qui sont toujours là pour encourager leur équipe. Pareil à Saint-Étienne. Alors est-ce que l'union des supporters n'est pas plus facile quand on est relégable que quand on est champion? En tout cas, c'est vrai que c'est désolant les images qu'on a vues ce week-end. Et ouais, pour moi, les clubs, alors peut-être pas les plus riches, mais les clubs les plus hauts dans le classement sont les plus exigeants. Baptiste, t'as pas vu Saint-Étienne cette semaine? Si, enfin, avec. Ils font le Ouais, derby à huis clos, hein. ouais, L'ambiance bon enfant, elle était. ouais, bien sûr, mais les joueurs étaient applaudis, etc. Quand tu vois tous les week-ends le nombre d'affluences qu'ils font, enfin, entre guillemets, s'il est 18e, là, est-ce que honnêtement, t'as la survie et qu'il y ait autant de supporters moi, voilà, on est 9e aujourd'hui, on plaide pour ça avec des cassez-vous. Si on est 19e, on se retrouve avec 2000 au stade, dont 1000 qui vont au premier étage à la buvette, qui s'en foutent du match. Alors, tu gardes la main, Baptiste. Est-ce que tu peux nous présenter les quelques stats que tu as préparés sur le match de Lille-Strasbourg? On va quand même parler un peu de jeu. Bien sûr, elles sont là. Alors, déjà, au niveau du match, c'était un match pauvre, mais les statistiques sont équilibrées au niveau des tirs et des tirs cadrés. C'est pareil, 11 tirs de chaque côté et 3 tirs cadrés pour un but du côté du LOSC. Au niveau des fautes, on a quand même beaucoup fauté, 18 fautes partout. Et après, au niveau des passes réussies, il y a 78% contre 74. Donc, Lille a eu un peu plus la maîtrise du ballon au niveau des statistiques. Après, il y a aussi les statistiques du corner, 6 pour Strasbourg et 4 du côté du LOSC. Alors, justement, ces statistiques, elles sont plutôt équilibrées. Le ressenti, en tout cas au stade, donnait plutôt l'avantage à Strasbourg. Est-ce que tu as eu la même sensation? Tu étais devant ton écran de télévision, je pense, hein. Ouais, ouais, un peu. J'avais l'impression que ouais, Strasbourg dominait un petit peu plus le match que nous. Je pense, de toute façon, pour revenir sur les tops et reparler de Jardim qui nous sort un, Bon, un gros match. Malgré ça, ouais, je vais en parler maintenant parce que j'en parlerai peut-être pas après, mais il me fait quand même très peur, hein, Léo Jardim. Enfin, j'ai trouvé bon, mais il me fait quand même très peur. J'ai l'impression de revoir un Evo Garbic numéro 2 où il capte vraiment zéro ballon. Mais en tout cas, on peut lui donner le match sur ce coup-là. Christophe C., est-ce que tu as une analyse sur ce match globalement dans les grandes lignes? On reviendra sur les joueurs après.
dans un deuxième temps. Alors, bizarrement, c'est un match dans lequel on s'est ennuyé et on repart avec 3 points. Alors que d'habitude, on tente plein de choses, voilà, et on se dit, bah, tiens, finalement, on n'a pas réussi à marquer. Et alors que là, les plus grosses actions, sincèrement, elles sont pour Strasbourg. On a eu entre les coups de chance, des ballons repoussés de la tête par Jardim. Il fait également 2 arrêts, enfin voilà, deux beaux arrêts que Gerbic n'aurait peut-être pas fait. Mais vraiment, la sensation, c'est que on a fait un match dans la continuité de ce qu'on faisait depuis quelques temps. Et je m'attendais par contre à un match plein d'allant et plein d'entrain de Strasbourg et on ne l'a pas vu, bizarrement. Alors que eux avaient encore des choses à jouer. Ils ont peut-être perdu gros, beaucoup plus gros encore que nous sur ce match. Et à la limite, j'ai pas été trop déçu par notre équipe, mais plus par l'équipe de Strasbourg, bizarrement, qui repart avec 0 point, alors que pour eux, ça paraissait quand même important de gagner. Donc, alors, ils y ont mis un petit peu de cœur quand même en deuxième mi-temps, notamment. Ils repartent avec une défaite, avec un but mis par sans doute le meilleur joueur de la première mi-temps et qui mérite entièrement ce but, avec un petit but de cafouillage, mais de temps en temps, ça fait tellement de bien, un petit but de cafouillage. Georges, tu as vu le match Mhm. à la télévision? Ouais, 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 ouais. Alors évidemment, comme Christophe, c'est pas un grand match, mais si je fais le parallèle avec les 3 précédents, Bordeaux, Metz et Saint-Étienne, j'étais quasiment sur le France RFA 82, quoi. Mais non, non, on avait quand même, on a eu un match relativement vivant et en effet, surtout du fait des Strasbourgeois. Euh, j'ai j'ai pas perçu chez les Lillois un manque de combativité. Par contre, peut-être une usure aussi chez certains joueurs. Euh, on viendra sur les cas individuels. Et malgré tout, voilà, il y a eu quelques séquences un peu vivantes. Il y a eu quelques bonnes séquences lilloises, hein, quelques phases de jeu intéressantes, trop courtes, trop brèves, mais au moins pour cette fois-ci, il y en a eu, quoi. Et puis, ouais, au bout du compte, bah, c'est une victoire qui laisse un sentiment un petit peu amer parce que quand tu es capable de battre Strasbourg, pas oublier que Strasbourg revenait quand même après un trimestre d'invincibilité, il me semble. Je crois que ça fait 3 mois qu'ils n'avaient pas perdu un match. Ils 11 marchaient matchs. sur l'eau, 11 11 matchs. matchs. Donc la perf en soi est pas vilaine, quoi. On a quand même battu peut-être l'équipe la plus en forme du moment. Ouais, donc moi et puis on ne peut pas faire abstraction malgré tout de ce qui se passait en tribune, qui devait pas aider sur le terrain. Donc moi globalement, et peut-être au regard des matchs précédents, je dirais que je relativiserais quand même et que j'ai vu un spectacle, disons, correct. Christophe D, tu as aussi le même point de vue sur le match de Strasbourg? Bah, moi, je dirais que pour les fans de l'an passé, on n'était pas loin de certains matchs de l'an passé, quoi. Des matchs qu'on n'arrive pas trop à dominer, mais qu'on arrache à la fin. Et j'étais surpris, hein, franchement. Moi, j'étais parti avec ce match, mais sans aucune attente. Je veux dire, bon, on gagne, on perd, on verra bien. Moi, je pars du principe qu'on finira entre 8 et 15. Donc, voilà, j'ai plus de pression, là. C'est là, si je tranquille. Et quand je vois sur le match la combativité des gars, malgré l'ambiance qu'il y avait un peu partout, je dis que c'est pas mal. Après, au niveau du jeu, il y a des grosses lacunes, hein. Franchement, enfin, je veux dire, Jason, il en parlera peut-être après, mais au niveau des liaisons entre joueurs, des liaisons entre les lignes, il y a quand même des moments où tu te dis merde, ça s'arrête, pourquoi ça s'arrête? Bah ouais, le mec n'a pas fait l'appel. Enfin, tu dis bon, bah ok, il fera l'appel demain. Enfin, les gens ne se parlent pas vraiment. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui marche plus trop. On l'a vu beaucoup contre Lens en défense, mais là, ça c'est un peu dans le jeu. Mais ils se sont arrachés, tout le match, ils ont essayé. J'ai beaucoup aimé l'animation sur les ailes quand ils ont pu. C'est peut-être pas tout le match, mais dès qu'ils ont pu, ils sont projetés. Et on a été dominés. Et puis après, on viendra pour les plus et les moins. Mais on a eu quand même l'agnac. On a eu l'agnac. On est allé l'arracher, cette victoire-là. Et je suis assez étonné, moi, de l'attitude de l'équipe. Moi, ce que j'avais vu sur les matchs avant, notamment le match de Reims, où on se regardait à 3 devant le but, savoir qu'est-ce qui allait tirer avant qu'un Rémois prenne le ballon. Je me suis dit, bon, l'état d'esprit n'est pas le même que ce qu'on a vu contre Reims, même contre Lens. Et je trouve que j'étais assez étonné par l'état d'esprit de l'équipe. Même si on n'a pas vu un grand match, hein, mais j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de l'équipe. Alors, Jason, je ne vais pas t'interroger sur le match, mais finalement sur finalement la situation du club dans l'évolution de ce championnat. On a parlé tout à l'heure d'une
d'un probable manque d'investissement de certains joueurs, mais ce qui caractérise surtout finalement la situation du club sur ces derniers mois, c'est une inefficacité offensive chronique. Comment toi tu l'analyses en tant qu'entraîneur, ancien attaquant? Est-ce que c'est un problème, comme certains le disent, de dispositif, un 4-4-2 qui a du mal à changer, en tout cas à chaque début de match, ou est-ce que c'est une problématique de joueurs qui sont fatigués, peut-être un peu moins performants qu'ils l'étaient l'année dernière? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que je prendrai un peu des deux. Je pense qu'on a peut-être aussi des joueurs qui, la saison dernière, ont surperformé. Voilà, qui étaient à un niveau, parce que voilà, c'était la saison du titre et ils étaient à 120, 130% de leur capacité. Et puis aujourd'hui, on les retrouve peut-être à un niveau qui est vraiment leur niveau réel de jeu. Et donc, il y a une grosse différence entre ce qui s'est passé la saison dernière, l'efficacité offensive et de la saison dernière et puis de celle de cette année. Je veux dire, voilà, l'année dernière, on a vu des buts marqués, c'était improbable. Je me rappelle du derby à Lens où on met une frappe de 35 mètres sans quasiment regarder, ça finit dans la lucarne. Je veux dire, voilà, il y a un état de forme, il y a un état physique, un état mental qui est totalement différent entre la saison dernière et cette année. Quand vous êtes attaquant et que vous êtes en perte de confiance, c'est compliqué. Par contre, la saison dernière, tout réussissait. Vous frappiez les yeux fermés de 35 mètres, ça faisait but. Donc voilà. Après, le dispositif reste globalement le 4-4-2. C'est le même que l'année dernière. Galtier, c'est un vrai 4-4-2. On a même eu le sentiment qu'à un moment donné, celui de Gourvenec, les joueurs étaient un peu plus libres, ce qui malheureusement a été plus difficile pour l'animation défensive parce qu'on a laissé beaucoup plus d'espace, on était moins compact, moins solide, on a laissé beaucoup plus d'espace à l'adversaire. Mais moi, je pense qu'avant tout, ça reste le fait que la saison dernière, on était champion et que l'après est très compliqué et que les joueurs ont, pour moi, été à un niveau la saison dernière bien au-delà de leur capacité et qui, cette année, malheureusement, retrouvent un niveau, pour certains, qui est le leur. Là, en fait, finalement, on est un peu comme Montpellier, que je citais tout à l'heure, C'est il y a ça. 9 ans, on est dans la même situation. Alors C'est ça. justement, pour un entraîneur, pour cette fin de saison, quels auraient pu être les leviers de Jocelyn Gourvenec pour essayer de remédier à ça? C'est faire tourner l'effectif, c'est intégrer des jeunes, encore faut-il qu'il y en ait, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire, toi, si tu avais été entraîneur du LOSC dans cette situation? La question est difficile, hein. Bah, ouais, après, je pense qu'on aurait pu aussi faire en sorte de renouveler aussi un peu, d'amener un peu de fraîcheur. Je pense qu'on est reparti avec le même groupe, c'est difficile. Je peux concevoir qu'on a un groupe qui est champion et puis si on laisse partir deux, trois joueurs, mais je pense qu'il aurait fallu aussi renouveler pour amener un peu plus de fraîcheur. Et puis après, voilà, la saison aussi, elle s'est faite aussi. On laisse partir aussi des joueurs en cours de saison, juste avant le huitième de finale aussi. Moi, je pense qu'il aurait fallu amener quelques joueurs supplémentaires pour permettre justement d'avoir peut-être un turnover sur l'animation offensive pour pouvoir tourner un peu plus. Mais après, voilà, la situation de Gourvenec a été compliquée dès le départ. Alors, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a un qui me fait particulièrement réagir. C'est une page Facebook que j'ai découvert en préparant l'émission. Alors, je le dis d'ailleurs, j'ai préparé l'émission avec notamment l'excellente interview dans la page Drogue, bière et complot contre l'OSC, à laquelle tu avais participé il y a quelques semaines ou quelques mois. Et en surfant sur le net, je suis tombé sur une page Facebook qui s'appelle, alors bien évidemment, je vais la perdre, qui s'appelle toujours la même photo de Jason Boutoil chaque jour. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais. Oui. Voilà, c'est un concept assez marrant. Et en fait, donc, allez voir, il y a toujours la même photo, une photo d'ailleurs assez récente, et sur les commentaires qui changent. Bon, alors, je l'avais suivi, mais on se lasse vite hein, quand même. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je vous invite à aller la voir et à aller faire un petit commentaire. En tout cas, il nous salue pour l'émission, il nous souhaite une bonne soirée, donc on ira lui faire un petit coucou sur sa page. Donc pour la photo de demain, donc n'hésite pas à la publier. Je vous propose de passer rapidement au top et au flop du match. Jason, tu vas être dispensé, hein, comme tu n'as pas pu le voir. Baptiste, on va commencer par toi. Quels sont tes tops et tes flops pour Lille, et puis aussi si tu as des joueurs repérés à Strasbourg?
Alors, je pense que de toute façon, ça va être le cas pour tout le monde, mais Léo Jardim, hein, qui a sorti 2, 3 arrêts plutôt pas mal. Ça, je suis revenu tout à l'heure dessus. Niveau flop, je n'ai pas repéré grand monde, si ce n'est l'inefficacité offensive de toute l'équipe. Et du côté de Strasbourg, c'est un joueur dont je suis tombé amoureux il y a de ça longtemps, mais c'est Ludovic Ajorc, qui est très bon. Papa, maman, je ne fais pas mon coming out, hein, au cas où si vous regardez, mais c'est un joueur exceptionnel, le meilleur buteur de la tête cette année en Ligue 1, 1,97 m, valeur marchande 15 millions d'euros, donc c'est pas énorme pour un joueur de ce calibre-là. Et Monsieur Létang, si jamais Jocelyn Gourvenec venait à rester, je pars dans l'hypothèse, hein, on sait que voilà, Monsieur Gourvenec a comme stratégie souvent voilà, de mettre des centres, etc. D'où le fait de mettre Amadou Onana en position de buteur, c'est parce qu'il est grand, mais 1,97 m pour Ludovic Ajor qui est polyvalent, qui peut faire des passes décisives, 8 passes décisives cette saison, 12 buts. Cette saison, c'est un grand monsieur et ça va devenir enfin, ça va devenir, ça l'est déjà, mais un grand attaquant et il pourrait vraiment faire du bien au LOSC dans le cas échéant où Monsieur Jocelyn Gourvenec venait à rester dans sa stratégie de toujours vouloir centrer. Alors, d'ailleurs, il faut remarquer que sur ce match-là, Ajorc a quand même été bien maîtrisé de la tête par Sven Botman, hein, il a souvent pris, et également par Léo Jardim qui a arrêté un ballon d'Ajorc de la tête. Hein, donc, comme quoi, il y a des leçons qui se prennent. Christophe C., quels sont tes tops et tes flops, hein? Alors moi, je vais en citer un parce qu'il a réussi à garder son calme pour une fois. Il a été sifflé quasiment tout le match. Il a été pris à partie par le public. On l'a applaudi pour ses hors-jeux. Donc, je vais mettre en avant Bourak. Bourak parce que justement, il n'est pas monté dans la tribune. Il aurait peut-être fait à un moment donné. Et là, il s'est bien retenu. Donc, voilà, je dis chapeau à lui parce que, sincèrement, jouer dans des conditions comme celle-ci, c'est difficile et heureusement qu'il a cette expérience finalement. Et voilà, je voulais le mettre en avant. Et à Strasbourg, alors j'aime bien le gardien, Sel. Alors Christophe en tribune voulait le voir jouer dans la même équipe que Tullio de Vélo. Un petit hommage, Christophe, hein. Heureusement Tant pis. qu'on a raconté pas mal de bêtises. Mais voilà, ouais, j'aime bien ce gardien. Et puis après, le reste de l'équipe, forcément, de Strasbourg est assez homogène. Donc voilà, je me contenterai du gardien. Christophe D., l'occasion est belle de te passer la main. Moi, enfin, je veux dire, il y a quand même un joueur, Khalil, bon, qu'on va perdre cette année, hein, qui est quand même exceptionnel, c'est Botman. Si Botman ne joue pas ce match-là, on le perd, je pense. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Enfin, Jardim était très bon, c'est top aussi, mais Jardim a arrêté les tirs que Botman n'a pas pu arrêter, quoi. Parce que Botman, il en a arrêté 3-4 à lui tout seul, quoi. C'est quand même assez impressionnant, quoi, ce stopper. Il est fou, quoi. Et donc, et en plus, comme quand tu le disais, François, je crois, c'était là, il fait 1m96 à Jorque, ça ne te dérange pas, il y va, il va le chercher. De toute façon, il fait 1m92, Botman ou 93, enfin, il n'est pas loin, quoi. Mais bon, il est vraiment très, très fort. Et le retour de Botman, c'est l'épisode 3, je crois. Non, mais le retour de Botman est quand même assez impressionnant et il a fait beaucoup de bien. Franchement, c'est un top joueur. Après, j'ai beaucoup aimé les deux arrières d'aile, enfin les deux arrières d'aile, les deux latéraux, comme on dit maintenant, Gudmundsson et Celik. Tout n'a pas été parfait de chaque côté, mais cette volonté de défendre et de se projeter à chaque fois, je trouve que c'est là qu'on va trouver du jeu, quoi. Parce que c'est le problème, c'est que on a du mal à trouver de l'allant vers l'avant. Et le jour où on va redoubler Casariardel et qu'on va se dire, tiens, ça, c'est pas du jour des faux appels, parce que, en fait, l'arrière-d'aile à Lille, c'est le faux appel, à chaque fois. Faux appel, je rentre intérieur. Faux appel, je rentre intérieur. Mais à coup de temps, il faut le mettre quand même au vrai appel, quoi. Bon, ils l'ont fait à la fin. D'ailleurs, le but qu'on marque, c'était la 4e action qui ressemblait, quoi. 4e fois qu'il y avait un centre de la gauche, et ça a fini par passer. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les deux latéraux, Botman, Jardim. Franchement, gros match des 4 là. Le reste, c'était poussif. Et un gros flop à David, qui aurait dû se reposer, à mon avis, en février-mars. Et qui là, joue sur les rotules. Et il est triste à voir, franchement, il est vraiment très triste à voir. Désolé Christophe C, hein, pour le grappot et tout ça, mais voilà, David, c'est. Voilà, on n'est pas encore à Balouli, mais on n'est pas loin, quoi. Je veux dire, ça joue à rien, quoi. Ça joue peut-être à la barbe, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, faut qu'il fasse gaffe, quoi. Non, mais franchement, il se traîne sous le terrain, c'est triste. C'est triste de le voir comme ça. Bon, après cette analyse technique du jeu de Jonathan David, Georges, est-ce que tu peux nous faire part de tes flops et de tes tops?
Ah, les tops ayant été à peu près tous cités, hein, je pense en effet que c'est, en gros, les 5 de derrière constituent Jardim il a eu un arrêt médianesque, même si derrière, il a eu une espèce de retenue gribiesque quand Fontaine appelait avec le ballon et qu'il est resté cloué dans ses starting blocks. Euh, ouais, les 5 de derrière. Donc, moi, je voudrais attribuer un top flop, en fait, au même joueur. C'est Timothy Weah qui a fait un match poussif et qui, sur la seule inspiration, finalement, amène la victoire. Donc, je fais de Weah un top et un flop sur le même match, quoi. Je ne sais pas si on peut dire poussif pour le match de WA, je dirais Non, plutôt. Raté à l'envers. Ouais, Enfin, il jouait vraiment parce à l'envers. qu'il a Oui, le quelques terme poussif. Oui. fulgurances quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais il Moi, a j'aurais voilà, dit Pato. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Jason, je ne t'interrogerai pas sur le match, mais globalement, c'est une question là, qui est sur les réseaux sociaux. Comment tu expliques finalement, bon, on a parlé des difficultés offensives, mais on a beaucoup de passes ratées, on a beaucoup de mauvais gestes dans la surface. Ça se travaille normalement? Est-ce que tu penses que, enfin, j'imagine qu'il y a des actions qui sont faites par le staff, mais est-ce que tu crois que dans ces cas-là, il faut forcer un peu? Il y a des solutions finalement à ces répétitions de mauvais choix? Oui, les solutions, c'est de continuer à travailler. Oui, j'espère pour eux, sincèrement, qu'ils le travaillent à l'entraînement. Je pense que les circuits préférentiels sont travaillés, hein. Le travail devant le but est fait aussi sur les positionnements, sur les centres, la hauteur des centres, les appels, premier poteau, second poteau, les zones à occuper. Après, ça reste la qualité aussi, l'intelligence du joueur, être capable à un moment donné de se trouver dans la bonne zone. Et puis après, la qualité technique, hein, la qualité du buteur qui sent le jeu. Mais oui, oui, ça se travaille, ça se travaille. Alors, je vous propose de partir sur la deuxième partie de l'émission. Donc, on va s'attarder sur la redécouverte de Jason, donc avec les questions à la fois des internautes et les questions des piliers du bistrot Daniel LOSC. Je vais commencer par un rapide portrait. Donc, tu as été formé au LOSC à partir de 90, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu as été pro en décembre 93. Alors, je parle sous ton contrôle, mais les informations me viennent du site donc DBC. Et d'ailleurs, j'en profite pour te saluer de la part de Damien Beaune, qui te fait un petit coucou, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais il nous écoutera en replay. Tu marques ton premier but en décembre. Ton premier match professionnel, pardon, en D1 est en décembre 93, donc contre Cannes, exactement. Et tu marques ton premier but en octobre 95. Ne développe pas, c'est l'objet de la question de la semaine. Donc, le premier but de Jason est en octobre 95 dans un match à Auxerre, qui, si je ne me trompe pas, a été champion, sacré champion cette année-là. De quand date le deuxième but marqué par Jason Boutwell en première division? Donc, il me faut le match et le mois et l'année, si vous voulez. OK, donc, comme d'habitude, vous répondez sur les réseaux sociaux et le premier qui répond remporte effectivement la place pour le match Lille-Monaco. Elle n'est pas très compliquée, la question, cette semaine, mais bon, je vois qu'il y a déjà des premières tendances, il y a déjà des premières réponses qui se rapprochent très fortement de l'exactitude. Qui a une question pour Jason? Alors, on s'est arrêté à Christophe D et à Baptiste. On va vous laisser la main. Christophe. Moi, j'ai une question à Jason, une question un peu classique. À tes débuts, je pense que tu as fait l'équipe de France Espoir également, hein. Tu as été assez vite en équipe de France. Et donc, tu es dans l'équipe de France Espoir, dans un club qui n'a pas beaucoup d'espoir à l'époque. Donc, alors j'ai deux questions. Est-ce que tu as un regret par rapport au fait de ne pas avoir quitté le LOSC à ce moment-là pour essayer de jouer dans un club plus gros et puis avoir une carrière plus élevée? Et ma deuxième question par rapport à ça, mais non, peut-être déjà celle-là, est-ce que tu as un regret par rapport à ça? Non, parce qu'à l'époque, l'équipe de France Espoir, on a une belle génération, c'est vraiment une belle génération avec Patrick Vieira, Thierry Henry, des garçons comme ça, qu'on retrouvera quelques années après à la Coupe du Monde. Et le deal pour atteindre l'équipe A, c'était d'évoluer dans un club de Ligue 1. Et nous, on venait d'être rétrogradés en Ligue 2.
et où j'ai eu plusieurs opportunités, Bordeaux et Strasbourg, de partir. Et puis donc, j'ai décidé de rester à Lille parce que voilà, c'était mon club et puis je me sentais bien et puis je voulais pas partir sur un échec. Donc non, pas de regret, pas du tout. Ah, ça, c'est déjà énorme. Et alors, après, en parlant de regret, j'ai un autre souvenir, mais j'espère qu'il est bon parce que c'est vraiment que du souvenir, j'ai rien regardé. Je me souviens du match contre Manchester. Je vois débouler Bakary. Je vois Bakary qui tire sur la barre. Tu es à peu près à 5 mètres du but. Et la reprise n'est pas facile, mais tu tires au-dessus. C'est d'accord? Ça existe, ça ou bien pas? Ouais. Est-ce que tu regrettes de ne pas marquer ce but-là parce qu'on gagne à 0 à Manchester sinon? Ouais. Celle-ci, il y en a une autre sur le même match. Ouais, sur le même match. Il y en a une autre sur le même match. J'ai celle de Johnny Ecker qui déborde côté gauche, qui centre. Et je pense que si j'y vais vraiment au départ, j'hésite à y aller. Et cette hésitation, il me manque 2 cm pour marquer à l'entrée des 6 mètres. Et donc, voilà. C'est ça. Et on perd un 0. C'est ça. Et on est à ce moment-là dans les arrêts de jeu. Je pense, juste avant. Après le but de Beckham. C'est ça. Sur Bakary, on est à 10 minutes de la fin du match. Mais celle de Johnny, elle est. Voilà, c'est juste une question de timing ou voilà. De sentir. Quoi. Je ne dois pas me poser la question et je dois y aller. Oui, il fallait mettre des crampons plus longs. Et donc, c'est plus long. Ou avoir 2 cm plus grand à la taille. Baptiste, en tout cas, nous a fait rêver, c'est bien. Baptiste, est-ce que tu as des questions? Toi qui as vécu ça de très loin, finalement, cette époque de Jason. Bien sûr, je ne vais pas le rajeunir en disant que j'étais pas né quand il a joué, mais j'ai une petite question pour lui quand même au niveau du coach Vahid qui est réputé sévère. Est-ce qu'il a d'abord été avec toi? Et c'est vrai que je relisais plusieurs interviews, notamment du coach Vahid, qui le 2 mars 2001 dans France Football disait de toi que c'est arrivé de te fâcher assez fréquemment. Une fois, tu es même rentré chez toi sans prévenir. Le lendemain, il t'a prévenu. Si tu recommences, c'est fini pour toi ici. Heureusement, il était toujours avec nous. Alors, en quoi coach Vahid t'a aidé en tant qu'homme et footballeur par rapport sur ton comportement, par exemple? La première des choses, c'est qu'il a fait de moi un vrai professionnel. Voilà, un vrai joueur professionnel, un athlète de haut niveau, parce que au départ, voilà, quand vous avez 17-18 ans, vous n'êtes pas forcément, en termes de diététique, vous n'êtes pas forcément ce qu'il y a de plus svelte, on va dire. Donc déjà, il a fait ça. Après, il m'a tout de suite responsabilisé parce qu'il m'a donné le brassard très vite pour me responsabiliser, pour démontrer aussi la confiance qu'il avait en moi. Et puis après, c'est son approche aussi qui paraît d'extérieur extrêmement sévère, mais qui est quelqu'un qui, sur un plan humain, est un homme exceptionnel. Qui vous accompagne à travers toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Alors certes, il a des exigences, mais en dehors de ça, ça reste quelqu'un qui a fait un jeune homme de meilleure qualité que je pouvais être. Alors, justement, Jason, est-ce que tu ne te sens pas responsable de la venue de Vahid Halilhodžić au LOSC? Parce que si je ne me trompe pas, l'entraîneur précédent qui était Thierry Froger, si je ne dis pas de bêtises, a été limogé suite à un match à Beauvais qu'on perd dans des conditions qui te concernent directement. Je crois que le titre de la Voix des Sports, je crois que ça a été marqué Boutoil, carton rouge, défaite et limogeage. Oui. Donc, c'est à Beauvais, à Beauvais ou en fin de match. Je crois qu'on doit être à 1-1 ou 0-0. Tout le monde monte sur un dernier corner et puis je me retrouve quasiment dernier défenseur avec Greg Vimbé. Le mec élimine Greg Vimbé sur le contre et il frappe et moi je mets les mains. Penalty, carton rouge et défaite. Et après, Thierry Froger se fait limoger sur le retour le samedi soir. Et l'histoire démarre, la nouvelle histoire commence. Alors justement, on parlait de ce que tu as appris, Vahid. La rumeur dirait que toi, tu as appris à Vahid à apprécier les pâtes au Nutella. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine? Non, c'est pas vrai. Non. Je mange pas de pâtes au Nutella. C'était pas toi, donc c'était une rumeur. Ouais.
Alors, Georges, je te vois rire. Est-ce que tu as une question pour Jason? Ouais, j'en avais une autre. Enfin, c'est plus un souvenir parce que Christophe évoquait les moments merveilleux. Et il y a un moment magique qu'on a tous en mémoire. Enfin, les gens qui ont notre âge, François, t'en parles régulièrement. Ça a été la fameuse soirée du retour à Gré-Montreuil contre Parme, qui est, enfin, rarement j'avais vu suite à une défaite un stade aussi. Et moi, j'ai souvenir très fort, évidemment, toi en tête et quelques autres joueurs. Première chose que vous faites au moment de la qualif, c'est le tour de terrain avec le maillot de Christophe Pignol. Et je me dis, ce moment-là, enfin, ça se charge d'émotions. D'ailleurs, je vais arrêter de trop en parler parce que les larmes vont revenir. Mais il y a ce moment où vous êtes amené à vivre la fabuleuse histoire, le fabuleux combat des joutes européennes, de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, au moment où lui affronte un autre combat qui est peut-être bien plus important. Et j'imagine à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de l'esprit, de l'unité d'une équipe, de la force. Est-ce que ça aussi, parce que ce soir-là, c'est plus qu'une question, ça vient comme une évidence, mais j'ai l'impression que ça a scellé un ciment au-delà simplement du jeu, quoi. Il y avait quelque chose de beaucoup plus fort. Et est-ce que ça aussi, finalement, le drame qu'a vécu Christophe Pignol, ça vous a un peu construit collectivement? Ouais, ça en fait partie. On avait, de toute façon, c'était une grande famille, hein. Je veux dire, on était très proches les uns des autres, encore aujourd'hui, même si le temps fait qu'on se voit moins. Mais oui, ça fait partie de notre histoire commune qu'on a vécue, mais ça nous a rapprochés bien avant ça. Et puis, c'est vrai que cette histoire, quand vous apprenez que votre coéquipier va se battre pour vivre, donc voilà, ça nous a rendu encore un peu plus forts. On l'a fait aussi pour lui. On a voulu, à travers nos performances, lui amener cette petite étincelle supplémentaire, cette petite joie qu'il ne pouvait pas malheureusement partager avec nous parce qu'il était hospitalisé. Et on l'a accompagné à travers toute sa convalescence, enfin, ouais, sa convalescence, qu'après, maintenant, aujourd'hui, il en est guéri, mais à travers tout son combat, on a fait en sorte de l'accompagner le plus possible et d'être, si on ne pouvait pas être présent à ses côtés, de lui faire partager ces moments de bonheur. Donc oui, en entrant sur le terrain, on avait toujours cette pensée pour lui. Et puis à la fin aussi, on disait qu'on le faisait aussi, qu'on le faisait avant tout pour lui et après pour nous. Alors, on avait fait un sondage ici au Bistrot d'Alelosque sur notre meilleur souvenir finalement de cette période. On a posé la question aussi à Fernando de Amico. Quel est le match que toi tu ressors finalement dans toute ta période au LOSC? Est-ce que c'est les matchs de la montée en Ligue 1? Est-ce que c'est les matchs de Coupe d'Europe? Est-ce que c'est ce fameux Parme, ce match contre Parme? Bah, je veux dire, j'en aurais deux. J'aurais le match de Valence en Ligue 2 qui scelle la remontée en Ligue 1. Et puis oui, puis ce match retour de Parme qui est où on perd 1-0 très vite. Et puis voilà, et puis on fait que défendre quasiment pendant tout le match. Ouais, Greg Vimbé nous sort, on avait appelé Jésus, parce qu'on a dit Jésus nous sort un arrêt contre la Mouchi dans les arrêts de jeu. Voilà, oui, bien sûr que ça fait partie parce que voilà, l'aventure européenne démarre à ce moment-là, quoi. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'est celui-là, ce match retour de Parme, qui nous fait encore beaucoup de frissons. On a toujours le plaisir à le regarder. Et c'est vrai que c'était un match fondateur pour Baptiste, hein. C'était la première fois qu'on était en Coupe d'Europe, hein, le deuxième match de Coupe d'Europe, le troisième si on prend la finale de Coupe Latine en 1958, mais on ne va pas rentrer dans ces détails statistiques. Et c'est vrai qu'une émotion absolument exceptionnelle, la plus belle défaite de l'histoire du football nordiste. Quelqu'un a-t-il une autre question pour Jason? Christophe? Oui, moi j'ai une petite question. Alors on va revenir vraiment à une question existentielle très importante. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as eu une banderole, un fan club s'est créé à Gré-Montreuil-Joris à une époque. Est-ce que tu as des nouvelles de ce fan club? Non, elle était journaliste à Nord-Éclair. C'est Gaël? Gaël Laurent. C'est ça. Gaël Laurent, ouais, qui faisait ça. Attention, elle nous écoute de temps en temps, Gaël. Donc on lui fait un D'accord. coucou et on lui rappelle que c'est quand elle veut, elle peut venir au bistrot d'Alelosque.
Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai retrouvé un petit peu le fan club a été créé le 24 janvier 98 et malheureusement, il y a eu une dissolution qui a été prononcée en 2001. Donc, feu fan club, malheureusement, mais c'était, je trouve, une très bonne idée. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais. Alors, en parlant d'hommage des supporters, il y a une chanson à ton honneur qui a été créée par les Yenda à l'époque. Je ne sais pas si tu la connais. Ça te Non. parle? Non. Alors, c'est une chanson en fait qui est sur l'air de. Alors c'est dommage parce que sinon je t'aurais demandé de la chanter, mais on va essayer de la reprendre. C'est une chanson qui est faite sur l'air de Guantanamera, un tube cubain des années 50. Et la chanson c'était bouchez-vous les oreilles, ça va être difficile pour vous. C'était Jason Boutwell, il n'y a qu'un Jason Boutwell, Jason Boutwell, il n'y a qu'un Jason Boutwell. Voilà, donc c'est un petit hommage en tout cas qui est sur le disque que les Yenda avaient fait en 2011 à l'occasion du titre de champion de France. D'accord. Et on n'a pas de possibilité de te faire écouter, mais en tout cas, c'était quelque chose qui reprenait rapidement et fréquemment en tribune en ton honneur. Christophe D, une petite question? Alors, moi, non, c'est pas vraiment une question, mais ça va. La question du jour, c'est bon, on a la réponse? Oui, il y a eu des réponses assez rapides. D'ailleurs, il n'y a quasiment que des bonnes réponses. Donc, la question, je vous le rappelle, c'était le premier but de Jason a été marqué en octobre 95 à Auxerre, donc sur le terrain de l'AJ Auxerre, qui était cette année-là qui est devenu cette année-là champion de France. Jason, de quand date ton deuxième but? Le même match. Voilà, tout à fait. C'était un Et moi, je voulais juste dire par rapport à ça, j'avais été épaté par l'interview que Jason avait donnée à Canal+. Parce que, bon, j'avais pas vu le match, j'ai vu juste le résumé du match et l'interview. Et on avait un jeune joueur qui disait « Ouais, non, mais j'ai marqué 2 buts, mais non, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est juste un match comme ça, on va passer à autre chose. » Et l'humilité qui est dégagée, bah, moi, ça faisait plaisir, quoi. Surtout quand on voit les joueurs maintenant, enfin... Voilà, je pense qu'un joueur qui avait conscience que c'était pas le match de sa vie, qu'il avait autre chose à faire, que c'était très bien ce qu'il avait fait, mais que voilà. Et cette interview, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait l'interview, je sais pas si c'était pas gagné déjà à l'époque, mais le gars il voulait t'enflammer et toi tu étais là, tu disais non, c'est bon, ça va, j'ai fait. Et voilà, je veux dire que j'ai beaucoup apprécié cette attitude en disant. Ok, j'ai fait mon job, je suis content de ce que j'ai fait, mais il y a autre chose à faire. Surtout quand la saison, comment elle s'est déroulée, tu avais eu raison d'être un peu énervé. Justement, Jason, entre tes débuts en première division, donc en décembre 93, et tes premiers buts, octobre 95, il s'est déroulé presque 2 ans. Comment tu as vécu cette période pour un attaquant, même si tu étais jeune à l'époque? Est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant de rester presque 2 ans sans marquer en match officiel? Après, je n'étais pas un avant-centre, j'étais un joueur d'extérieur. Je jouais extérieur droit ou extérieur gauche. Ouais, c'est plus Ali Lodzik après par la suite qui m'a vraiment installé des fois là. Après, j'ai alterné entre l'équipe première et c'était la D3 à l'époque. Donc, je ne jouais pas tout le temps, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément un vrai buteur. Alors, il y a toujours des commentaires sur les réseaux sociaux. Hein. Merci à Jason et à tous ses coéquipiers pour ces moments merveilleux. C'était plus qu'une équipe, c'était une famille. Boutwell le meilleur. Et puis, le meilleur commentaire quand même de la soirée, c'est suite à la chanson, Capenoul qui dit « François Stock, tu viens de perdre 500 spectateurs. » C'est une excellente nouvelle parce que ça voulait dire qu'on en avait beaucoup plus au début de la chanson et donc j'assume la perte. Alors simplement, donc, on a donné la réponse, on n'a pas donné le nom du vainqueur. Le premier qui a répondu, donc, qui a donné la bonne réponse, c'est Alex CLB. Alex CLB, qu'on contactera donc via Messenger ou via un moyen, ou qu'il nous fasse un petit coucou en privé. Et on s'organisera pour qu'il puisse participer avec nous au match Lille-Monaco. Si par contre, Alex, tu n'es pas disponible, n'hésite pas à nous le faire savoir rapidement. Comme ça, on pourra donner la place au deuxième, mais je vois que tu es disponible. Donc, on se recontacte après l'émission. Quelqu'un a une autre question pour Jason? Non? Non, ça viendra après. Non, Christophe l'avait posé. Moi, j'en ai encore. Moi, j'ai peut-être une question, moi.
J'ai été une question. Ça me vient comme ça. Enfin, moi, voilà, je ne prépare pas, je fais tout en live. Donc, Jason, tu viens de la même ville que Franck Ribéry. Non. Non, tu vas te Calais. Boulogne-sur-Mer, lui. Ah merde, oh putain, le con. Voilà, Christophe, tu as fait ta carrière à Calais, je pensais que tu étais de Calais, moi je pensais. Moi je suis de Calais, lui il est de Boulogne-sur-Mer. Il est de l'autre côté du Cap. Hein. Ouais, mais lui il a fait sa carrière à Calais. Lui. Non, en tout cas, si tu voulais démontrer que tu préparais pas les émissions, Christophe, tu là vas le faire avec lui. C'était par rapport au style de jeu, je vous trouve assez proche en fait, dans le style de jeu. Et j'en reviens à ma question de tout à l'heure, je dis est-ce que tu n'aurais pas pu jouer dans un style de jeu plus proche? Parce que, en fait, à Lille, le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants. Enfin, au départ, quand on avait joué à Lille, on n'avait pas vraiment d'attaquants sur qui s'appuyer. On n'avait pas une animation folle qui permettait de mettre quelqu'un dans l'intervalle. Enfin, voilà, c'était compliqué parce qu'on jouait vraiment en bloc bas et puis on essayait de se projeter avec des gens assez costauds. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu faire une. Je vais arrêter là-dessus, mais parce que j'ai répondu tout à l'heure, mais moi je pense que tu avais le profil pour vous jouer dans une équipe un peu au-dessus, en animateur de jeu, enfin, le gars qui joue entre les lignes, quoi. Ouais, le foot a progressé. Franck Ribéry, d'ailleurs, qui était formé à Lille, qui était au centre de formation quand moi j'ai commencé à jouer. Et, le foot, après, à quelques années près, a vachement basculé. On a enfin mis les faux pieds, donc un gaucher à droite et vice-versa. Donc, on a commencé à voir, et puis on a commencé aussi à voir justement ce que tu dis, les attaquants travaillaient un peu plus dans les interlignes, dans les demi-espaces, comme on dit actuellement. Et moi, j'ai joué, des fois, je me dis que j'ai joué un peu trop tôt. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, enfin, tu as quand même fait une belle carrière quand même. Alors, une petite question sur les… Tu as connu la génération 2001, donc troisième du championnat. C'est un résultat qui valait quasiment un titre de champion à l'époque. Tu as vu le titre, la génération du titre 2011, et là tu as dû voir donc la génération du titre 2021, dans laquelle tu aurais aimé figurer. Est-ce que finalement tu regrettes pas, c'est 2001, c'était merveilleux, ou est-ce que tu aurais quand même aimé aller dans une génération avec finalement un trophée au bout? Non, 2001 me correspond en termes de valeurs humaines, en termes de valeurs collectives. C'est vraiment c'est ma génération après. La génération Cabaye, Debuchy, Hazard est une autre génération, mais la mienne, c'est vraiment tout ce que j'aime dans le sport collectif, le partage, l'entraide. Vraiment, cette génération-là, je pense qu'elle a été faite pour moi. Je ne sais pas pourquoi je ne m'attendais pas à une autre réponse. Est-ce que vous avez… Christophe C. Pour revenir un petit peu en complément de ça, on a dit tout à l'heure, tu as fait ta formation au LOSC avec les Machado, Sibierski qui a mal tourné en partant à Lens plus tard. Est-ce que tu as gardé un lien particulier avec ces joueurs ou avec certains de ces joueurs ou du tout, tu as vraiment coupé? Non. On a gardé pendant quelques années et puis après, quand les carrières se sont vraiment terminées, bon, chacun est parti un peu de son côté. Même si on se croise encore un peu aujourd'hui, pour ceux qui sont à la proximité, qui habitent la région lilloise, donc on se croise encore sur les terrains, mais sinon, voilà, chacun fait sa vie aujourd'hui. Avec le temps. Ouais, avec le temps, malheureusement. Voilà. Mais même si, voilà, quand on se croise, on est vraiment très, très heureux de pouvoir partager, de boire une bonne bière voilà, surtout ça. Tu ne fais pas partie de l'équipe des anciens joueurs, tu ne participes Non, pas. Faute de disponibilité, c'est souvent, ils jouent le dimanche matin, et puis donc moi, avec mes matchs, je joue le dimanche après-midi, donc c'est difficile de pouvoir aller jouer avec eux. Alors, puis c'est 20B qui joue attaquant souvent, donc ça prend de la place. Très, très adroit, Greg. Ouais. Très adroit devant le but. D'ailleurs, ils devraient y songer s'ils ont besoin d'un buteur. Ils peuvent le mettre, parce qu'il est vraiment adroit. Par contre, il ne faut pas qu'il bouge des 18. Il doit rester là, il ne bouge pas. À l'ancienne, Gerd Müller, il ne bouge pas. Là, il va marquer le temps. Après, il n'est pas loin du banc. Ça peut être une option pour le sprint final. Ouais. Alors, une dernière question, parce qu'il est déjà tard, il est déjà 21h50, on a la minute de débordement est déjà largement entamée. Un petit mot sur le Cruyff.
tu as assisté finalement, tu as vécu, parce que tu étais entraîneur à ce moment-là, à la disparition du club de Calais, avec tout l'historique qu'on connaissait, hein, la Coupe de France, le côté emblématique de ce club. Comment tu l'as vécu? C'est difficile, c'est aussi le club de mes débuts, et puis de la manière dans laquelle ça s'est terminé. C'est toujours difficile d'avoir un club comme ça avec une histoire, son histoire de Coupe de France aussi, avec Calais 2000, le travail qui a été fait, et puis voilà, ouais, c'est difficilement explicable maintenant. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, c'est une page qui s'est tournée, mais c'est vrai que ça a été difficile à vivre. Alors, j'ai eu une petite excuse à faire. J'ai dit que tu n'avais pas gagné de trophée, mais tu faisais partie de la génération Intertoto, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, donc en fait, il y a bien eu un trophée avec le LOSC sous l'époque donc c'est Capenoul hein, qui nous, Damien Beau n'étant pas là pour rectifier mes erreurs, c'est Capenoul qui l'a fait sur les réseaux sociaux. J'avais encore juste une toute petite question quand même, c'était savoir finalement quel est ton. Enfin, je vois, Jason, c'est quand même quelqu'un qui a l'amour du maillot, qui a le respect des engagements, qui est ancré dans ses clubs. Et je voulais savoir pour toi, quel est le sacrifice le plus pénible d'avoir accepté de descendre avec le club en Ligue 2, ou alors est-ce que c'est par amour de l'ES Gravelines oser taper quand même 3 fois la 25 par semaine, quoi? L'autoroute à 25 3 fois par semaine, parce que ça, c'est quand même un sacrifice. J'ai essayé, c'est épouvantable, quoi. Ouais, c'est par passion. On fait par passion. Je suis dans un club qui est vraiment à une connotation familiale qui est hyper importante. Et donc, ça ne me dérange pas d'aller 4 fois par semaine, parce qu'il y a le match aussi le dimanche, de faire la route. J'aime ce que je fais. Et puis, j'ai des garçons qui sont. J'ai un président, j'ai vraiment un très, très bon président. Eric Jans, ouais. Ouais, j'ai un groupe génial. J'ai de jeunes garçons qui sont à l'écoute, qui sont là. Et puis, voilà, ça fait plaisir de partager avec eux, de les aider dans leur construction aussi d'hommes. Voilà, parce qu'en restant le plus humble possible, on les accompagne aussi à travers les projets de vie. Et ça n'a pas de prix, ça. Alors, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. Donc, on revient sur l'actualité du LOSC avec le prochain match qui est un déplacement à Troyes, donc dans l'Aube. Quel plan à Troyes pour le LOSC? Il est tard. Rapidement, une question, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce match? Que peut-on encore espérer? Est-ce que vous y croyez encore? Alors d'abord, peut-être Baptiste, avant de répondre à la question, tu as quelques petites stats ou Ah, Bien sûr. il a sorti son recueil de 350 pages. Non, même pas. Alors, au niveau des statistiques, déjà, je vais prendre un petit peu l'historique des deux clubs qui sont en faveur du LOSC, parce qu'il y a 5 victoires dans les rencontres entre le LOSC et Troyes, 5 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Le dernier match qui s'est disputé au stade de l'Aube entre le Troyes et Lille, eh bien, Troyes l'avait remporté 1-0 et Troyes reste sur 2 défaites face à Nice et face à Clermont. Mais pour ceux qui ont vu le match face à Nice cette semaine, dimanche, Troyes presque mérité de gagner et c'est malheureusement Kefren Turam qui met le but dans les dernières secondes, qui a d'ailleurs saisi le directeur technique de l'arbitrage, Pascal Garébian, pour les énormes fautes qu'ont subies les Troyens sans avoir de penalty. On peut faire une bonne opération face à Troyes, parce qu'il y a 3 rencontres très importantes. Lens face à Nantes, il y a Marseille face à Lyon et Strasbourg face au PSG. Donc si les 3 rencontres vont en notre faveur, on peut arriver à la 7e place à 2 points du Racing Club de Strasbourg, qui pourrait donc être une place potentiellement qualifiable pour l'Europe en cas de gravification des échelons. Mais en tout cas, il y a une très très belle opération à faire si le LOSC venait à gagner ce dimanche. Donc tu y crois plutôt, Baptiste? Bien sûr, il faut y croire. Et même pour l'Europe, on y croit encore. Christophe C., est-ce que tu partages cet optimisme? Oui, alors y croire, je ne sais pas en quoi il faut croire, juste en un retour du plaisir, voilà, c'est ce que j'aimerais retrouver. Un plaisir de voir cette équipe gagner et prendre du plaisir ensemble. En plus, ce sera un match à l'extérieur, donc il n'y aura peut-être pas la pression de Mauroy, je ne sais pas s'il y a une grande pression, mais voilà. Et puis on compte sur ceux qui vont faire le déplacement, notamment toi. Bien sûr. Il faudra avoir du courage pour y arriver surtout. Mais voilà, courage à toi.
Je prends beaucoup de risques pour le départ. Mais d'ailleurs, je ne suis pas Voilà. seul. J'ai Baptiste qui m'accompagne pour Pour le surveiller. pour me maîtriser et me surveiller. Et Et puis, il a promis à mon épouse des statistiques sur ma consommation de bière. Et donc, je vais être complètement bridé. Et puis, une petite dernière chose, j'aimerais tellement qu'Adil puisse jouer ce match. Je ne sais pas s'il sera en état de jouer, s'il est prévu dans l'effectif troyen, mais voilà, c'est toujours un plaisir de le revoir. Il fait aussi partie des grands joueurs qui sont passés par notre club. Au pire, Adil, si tu nous écoutes, si tu ne peux pas jouer, tu viens avec nous en tribune. On participera au match ensemble. Christophe D, alors toi, est-ce que tu crois à un résultat du LOSC? Est-ce que tu crois qu'on a encore quelque chose à espérer de ce championnat ou au final, c'est les vacances et on peut sortir les tongs? Alors, perso, j'espère plus rien. Donc, ça va, je suis bien, tranquille. J'étais content, tu vois, dimanche, on a gagné 1-0. Bon, je vois, tiens, moi, je m'attendais à rien, donc j'étais bien. Et pareil pour Troyes, après Troyes, on a quand même les 3 derniers matchs qui sont quand même assez puissants, quoi. Enfin, ça, voilà, on joue contre des joueurs, des équipes qui jouent quelque chose. Et Troyes joue la descente, quoi. C'est pas rien non plus. Mais bon, non, j'espère rien. Mais Troyes, je vois qu'ils font des matchs pas dégueulasses, mais qui perdent quand même. Donc, bon, je Ça pense nous qu'il y a la arrange. frustration chez eux. Après, c'est des équipes qui veulent absolument jouer dans le projet City, là. Donc, ils veulent absolument jouer. On a connu ça chez nous avec El Loco, hein. On veut toujours jouer, toujours jouer. Donc, ça peut être un profil d'équipe qui va bien pour nous, quoi, parce que vu qu'on presse assez haut, donc pourquoi pas, ça peut nous sourire. J'espère qu'on va faire jouer des joueurs qui en veulent, qui ont de l'envie. Je dirais un Onana, il ne faut pas le mettre sous le banc, il faut le faire jouer. Un Tcheka, il faut le faire jouer. Enfin voilà, tous les joueurs qui ont de l'envie, il faut les faire jouer. Les gens qui sont fatigués, qui n'ont plus d'envie, qui n'ont plus d'idées, il faut les laisser sur le banc. Et puis voilà, il faut essayer de mettre de l'envie et puis de gagner ce match. Mais voilà, si j'étais à la place de Gourvenec, je pense que mes choix iraient vers des joueurs qui sont pas trop usés, qui ont encore quelques idées, qui ont de l'envie, et je laisserai ceux qui sont un peu fatigués et qui ont plus trop d'envie sur le banc, quels que soient les noms. Alors, sans citer de nom, Jason, je reprends cette citation de Vailly qui date de ton époque. On a le droit d'être mauvais, on n'a pas le droit de ne pas se bouger. C'est bien dans le personnage de Vaïd. Ouais, tout à fait. Ça revient un peu à ce que disait Christophe. Est-ce qu'il faut préparer finalement la saison prochaine avec cette fin de saison déjà maintenant, ou est-ce qu'il faut aller jouer à fond finalement le mince espoir qui nous reste pour aller chercher une qualification européenne? Je pense qu'il faut penser à la saison d'après. Quand on voit le parcours, parce que je crois que après c'est Monaco, c'est ça? Monaco, ensuite Nice et Rennes, on Et termine. Rennes pour le dernier match. Alors, on pourrait se dire que pour bien attaquer ces 3 derniers matchs, il faudrait battre 3 et puis se laisser l'espoir. Après, 3 concurrents directs pour une place européenne. Maintenant, est-ce qu'on est au niveau de Monaco, de Nice et de Rennes? Je suis pas persuadé sur cette fin de saison. Donc, oui, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut mettre des joueurs concernés et puis surtout retrouver le plaisir du jeu, retrouver de l'enthousiasme, de l'envie pour cette fin de saison. Et je pense que vaut mieux préparer la saison d'après. Georges, pour terminer ce tour de table, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu en attends? Je rappelle qu'à l'aller, Lille avait gagné 2-1, mais c'est une victoire extrêmement difficile avec un premier but de 3 dès la 6e minute, une égalisation de David en début de seconde mi-temps et un but vainqueur qui est marqué contre son camp à 5 minutes de la fin par le LOSC. Donc un match pas facile. Je rappellerai juste qu'entre guillemets, quand même, je pense que sur les 5-6 derniers, je me demande si c'est pas la seule équipe qu'on bat à la maison. Donc, peut-être que c'est 3 qui a fait la mauvaise opération. Moi, je l'espère quand même justement parce que, après, en effet, il resterait un petit challenge assez important contre 3 équipes, en effet, 3 équipes très costauds, parce que c'est un peu cet après, et me dire que finalement, si on pouvait vivre une petite fin de parcours, finalement, contre des adversaires qui nous réussissent en général, hormis Nice au match aller, mais c'était un peu particulier, mais qui nous réussissent plutôt bien, puisqu'on a gagné à Rennes, on a fait un nul à Monaco après avoir mené 2-0, et en général, on sait que ces équipes-là, on sait les jouer. Alors, même si l'interrogation, c'est sur le jus qui reste dans les joueurs, moi, j'espère, j'y crois pas forcément, mais j'espère qu'il y ait au moins cette victoire à 3, pardon,
pour nous amener, dans la perspective de vivre comme ça un dernier petit tournoi. C'est vrai que le mois de mai, c'est la Pentecôte, un petit tournoi de Pentecôte contre Monaco, Rennes et Nice, quoi. Au risque de faire le jeu de Lens, finalement, qui pourrait profiter de nos bons résultats sans que nous, on puisse aller chercher une Coupe d'Europe. Mais c'est le jeu, en tout cas. Donc, si je comprends bien, Voilà. profiter, carpe diem, et tester un peu le système de jeu de l'année prochaine, qu'il y ait encore Gourvenec ou pas, ça ce sera un autre débat, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions. Alors, on a Capenoul respecter le maillot pour les derniers matchs et préparer l'avenir. Simon qui nous dit que Troyes a eu 3 pénaltys non sifflés ce week-end contre Nice et que ça explique la défaite. Et en tout cas, ça justifie qu'il y a une vraie qualité de jeu. Finalement, en tout cas, c'est pas une qualité de jeu telle qu'on a pu voir avec d'autres adversaires qui sont situés en bas de classement. Nathalie, il faut toujours y croire. On est supporter du LOSC dans la victoire comme dans la défaite. Et les difficultés, même une petite victoire 1-0 Mira. Salut Ouais. Loïc Rémy. Ça, c'est une private joke pour les habitués de l'émission. Voilà, donc on est plutôt effectivement dans cet état d'esprit. Voilà, vous voulez faire un dernier petit tour avec les pronostics? Non? Allez, hein. Allez, Baptiste, quel pronostic pour ce match? Victoire du LOSC, 5-4. Ah, le retour la du 5 à Baptistade. 4. La Baptistade. Baptistade. Christophe C, ton pronostic? Un doublé de Jonathan David. 2-0. 2-0. Christophe D, ton pronostic? Je trouve que 5-4, c'est beaucoup exagéré. Je mettrais 4-3 pour Lille. Effectivement. Georges, tu as un Et pronostic? moi, je vais garder aussi la Baptistade avec le 5-4 et j'annonce que pour 3, ce sera 4 buts de Rami qui va remporter son challenge face à Messi. Bon, Jason, est-ce que tu as un pronostic pour ce match contre Troyes? 2-1 pour le LOSC. Bon, ouais, pour une fois, je vais vous donner mon vrai pronostic sans craindre qu'il ne se réalise pas. Moi, avec un déplacement avec la section Lincel, ça va être 4 grammes pour moi. 0-0. Voilà, un seul objectif pour dimanche, c'est arriver au stade et voir le match. Voilà, il est temps de terminer cette émission. Donc, je voulais remercier Jason pour sa disponibilité. Tu as vu, on a très peu dépassé l'horaire, vraiment à 33 minutes près, on était dans les temps. Non, on n'est pas dans les temps, monsieur. C'est vrai que maintenant, on peut plus rien dire, on est toujours dans le politiquement incorrect. Jason, j'espère que après, c'est une soirée à thème, je veux bien. Tu vas me laisser terminer l'émission, Christophe? Attends, on était en même temps. Jason, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, très bien. Merci de votre invitation. Puis au plaisir quand écoute, vous me dites. Ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir ce soir. En tout cas, ça a fait extrêmement plaisir aussi aux internautes. Ils étaient très nombreux à réagir et très, très nombreux comme ça en direct. Ce que je propose, c'est qu'on puisse un jour en faire une avec 2 invités spéciaux, D'Amico et Fernando et Jason, quoi. Ça pourrait être explosif, ça. On va essayer d'organiser. On lance voilà. Vu que Fernando nous suit, voilà. On lance l'idée, ça pourrait effectivement être une excellente idée pour l'année prochaine. Donc, merci aux piliers du bistrot, merci à Georges pour notamment ton organisation de ce bistrot de ce soir. Oui, avec plaisir. J'espérais avoir Jason, je suis allé le chercher, puis il est venu. Donc, soirée parfaitement réussie avant que l'émission ne commence, quoi. Voilà. Merci Christophe D pour ta participation. Merci à tout le monde et merci à Jason. Merci Baptiste, tu as pu découvrir Jason, donc j'espère que tu as passé une bonne soirée. Très très bonne, merci à toi Jason, merci à toi François et bonne soirée à tout le monde. Merci Christophe C pour ta
ta brillante défense de Jonathan David. Merci à vous et merci à Jason encore. Merci. Voilà, merci à tous les internautes qui nous ont suivis ce soir en direct. Je vous rappelle que l'émission sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite de vous abonner. N'hésitez pas d'ailleurs à y faire quelques commentaires. Les commentaires sont ouverts, vous pouvez réagir. On essaie d'y répondre ou de mettre des petits likes. Partagez nos réseaux sociaux, diffusez-les. Plus on sera nombreux, plus ça nous fera plaisir. On a encore quelques beaux invités pour cette fin de saison. Le programme va être très chargé pour les 4-5 dernières émissions. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avant cela, vous connaissez notre petit cri de guerre qu'on va reprendre tous ensemble, bien sûr, pour cette semaine sportive. On vous souhaite tous, allez, le LOSC. À bientôt. Ciao, au revoir. Allez. Ciao.